le disais, Jacques, on m'a invité en fait pour parler de la trajectoire de l'utilisation des pesticides dans la canneberge. Mais avant de me lancer dans des chiffres puis dans les trajectoires, je voulais revenir un peu, puis je vais patauger dans les mêmes eaux qu'on a discuté toute l'avant-midi, mais je veux revenir vraiment parce que c'est ça, selon moi, l'aspect le plus important. Puis en fait, derrière l'utilisation de pesticides, ben, il y a un paquet de gens. Puis, il y a des producteurs, il y a des intervenants, il y a des chercheurs. Puis, c'est toute cette communauté-là, en fait, qui fait en sorte qu'on peut avoir un impact sur ces trajectoires-là. Puis, c'est vraiment l'aspect central, selon moi, qui va venir moduler comment on peut agir sur l'utilisation des pesticides. Puis, vous me voyez ici, en bas à gauche. Dans le fond, moi, j'ai grandi sur une petite ferme laitière, un petit village, dans un fond de rang. Puis, comme vous savez probablement, là, ce genre de petite entreprise-là est vraiment basé sur l'esprit communautaire, est vraiment basé sur l'entraide entre voisins. On fait les foins ensemble, on va dépanner le deuxième voisin parce qu'il veut prendre des vacances, puis on va aller faire le train pour lui. Bien, c'est vraiment ça que quand je suis arrivé, ça va faire 10 ans cet été là, dans la canneberge. J'ai commencé comme dépisteur, après ça comme étudiant à la maîtrise, au doctorat, etc. Mais c'est vraiment ça que j'ai retrouvé aussi dans la canneberge. C'est ça qui m'a accroché, c'est ça qui fait que je suis là aujourd'hui. C'est ça qui fait que j'ai l'impression qu'on peut avoir un impact sur l'utilisation des pesticides. J'aimerais reprendre une petite histoire, en fait, du docteur Ernesto Sirolli, qui est en fait le fondeur du Sirolli Institute, qui parlait lors de ses plus jeunes années, qui est allé faire des projets de collaboration internationale, notamment en Afrique. Puis une de ses histoires, en fait, parmi un de ses premiers voyages, il s'est rendu en Zambie, une petite communauté bordant un fleuve, une petite vallée. Puis ils se sont dit, ben c'est l'endroit parfait pour faire de l'agriculture ici. Si on veut aider les communautés, on va leur montrer comment faire pousser des légumes, notamment des tomates. Puis, ils ont commencé un projet, ils ont fait pousser des tomates. Les tomates poussaient super bien, un sol parfait, un climat, accès à l'eau. Puis, quand les tomates arrivaient pour mûrir, en fait, ben, il y a un troupeau d'hippopotames qui est sorti du fleuve, qui est venu manger toutes leurs tomates. Puis, les gens étaient très déçus, mais la population locale n'était pas très déçue. Puis, ils leur ont dit, ben, c'est pour ça qu'on ne fait pas d'agriculture dans la vallée ici. Puis ils leur ont demandé, ben vous auriez dû nous le dire avant, tu sais. Puis ce qu'ils leur ont répondu, c'est, ben vous avez pas demandé. Puis une des présentations fameuses du docteur Sirolli, en fait, c'est un TED Talk qui s'appelle Shut Up and Listen. Désolé pour les gros mots, mais en fait, ça représente bien, avant d'arriver avec différentes attitudes de on va vous montrer, on va vous aider, cette espèce d'attitude-là de moi, je peux vous aider. Ben, c'est de juste prendre un temps de recul, prendre le temps d'écouter les gens, prendre le temps de ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, les expériences, etc. Puis, comme je disais, c'est ce qu'on a parlé toute l'avant-midi, mais c'est vraiment ce qui guide nos façons de travailler, nous, dans mon laboratoire. Donc, le système standard, là, quand on observe un problème sur le terrain, suit à peu près tout le temps une démarche similaire, c'est-à-dire on a un problème, on va émettre des solutions, des idées, on va chercher, on va brainstormer. On va arriver avec plusieurs idées. Il y en a déjà d'emblée qu'on se dit ils vont pas fonctionner, donc on va continuer avec celles qui restent. On va développer ça, on va développer ce que j'appelle ici un prototype, mais en fait, ça peut être une solution, une nouvelle méthode de faire, etc. On va en développer plusieurs. Encore une fois, il y en a qui marcheront pas. On va venir les tester ensuite. On va faire la preuve de concept. Puis en fait, encore une fois, quand on fait notre preuve de concept, il y en a certains qui ne fonctionnent pas. Puis finalement, on arrive avec notre produit fini, puis on se dit, ben voilà, on a une nouvelle méthode à transférer. Où est-ce qu'arrive la fameuse étape fatidique du transfert technologique? Puis on essaie de transférer ça à toute la communauté de producteurs, puis on se rend compte, ben ça ne marche pas partout. C'est pas appliqué ou applicable partout. Puis vraiment, de la façon qu'on travaille, quand on travaille comme ça, c'est vraiment en deux silos, c'est-à-dire on a les chercheurs d'un côté, le développement, puis les opérations, les producteurs de l'autre côté. Puis ça connaît certains succès, puis ça a des retombées positives parce qu'à différentes étapes, on peut faire des publications. Après ça, ça peut être repris comme idée par d'autres chercheurs, etc. Mais reste que dans ton cas spécifique qui t'intéresse, tu n'as pas nécessairement du succès.
Ce modèle-là, en fait, là, vous allez voir, je reprends beaucoup de termes d'informatique. C'est le petit geek en moi qui aime bien ça. Mais en informatique, ils appellent ça le Waterfall Effect Model. C'est en fait, puis sûrement que vous reconnaissez tous des beaux petits diagrammes de Gantt, comme on voit à droite. Mais en fait, c'est qu'on essaye de tout planifier, une étape vient après l'autre, puis on arrive à la fin avec notre finalité. Ce genre de modèle-là, de façon générale, puis ça a été prouvé à maintes et maintes reprises, notamment en informatique, ça donne en sorte que c'est très énergivore. On n'arrive pas nécessairement tout le temps au résultat escompté, ça coûte plus cher, ça prend plus de temps. Fait que des alternatives qui ont été proposées, puis là, je vais passer rapidement, là, mais il y a deux nouvelles modes de pensée. C'est le DevOps, c'est-à-dire de intégrer l'opération dans le développement, ou d'autres gens utilisent le terme Agile Development, qui est des petites variantes, mais sensiblement similaires. Puis en fait, l'idée derrière ça, c'est que nos développeurs, nos chercheurs, puis nos producteurs sont en boucle de rétroaction continue. Donc, il y a un flux dynamique entre les deux, du début à la fin, qui fait en sorte qu'il n'y a pas vraiment d'étape de transfert technologique. On arrive à la fin, puis idéalement, tout le monde le fait déjà, puis il n'y a pas de transfert à faire. Donc, à chacune de ces étapes-là, on a une interaction, on a les gens qui sont intégrés. Puis, on en a parlé ce matin, les gens appellent des fois des living labs, terme qu'on a déjà eu la discussion avec Alain, mais c'est un vrai living lab. C'est très compliqué et très énergivore aussi. Dans notre cas, puis je vais vous donner des exemples de ce qu'on fait. On n'appelle pas ça un living lab, mais on a cette collaboration constante-là, c'est-à-dire que de l'idéation, on a un comité de priorisation de la recherche, on priorise les projets de recherche, mais on priorise aussi déjà des idées à explorer. Après ça, quand on met en application ces idées-là, en fait, on le fait avec les producteurs, chez les producteurs. On n'a pas de ferme de recherche à nous, donc 100% de nos projets sont faits chez les producteurs. Puis, je pense pas que ça m'est jamais arrivé d'arriver chez un producteur, d'essayer de l'embarquer dans un projet, puis qu'il me fasse pas modifier mon protocole, qu'il me fasse pas modifier mon plan d'échantillonnage pour prendre en compte que lui, sur sa ferme, il y a telle patente. Puis si on avait pensé à comment que telle machine fonctionne, ça serait plus facile de le mettre en application. Fait que tout ce flux-là, qui sont en fait des boucles de rétroaction sur notre travail, on le fait à chacune des étapes. Puis quand on arrive à la fin, avec un peu de chance, ça fonctionne déjà. Donc, j'y arrive. Ça fait à peu près 9 minutes que je parle, puis j'ai pas encore parlé de canneberge. Ceux qui me connaissent vont savoir que c'est très rare dans mon cas. J'ai vraiment une passion pour la canneberge. Mais je veux vous montrer deux cas de figure, deux exemples dans les dernières années sur lesquels on a fonctionné comme ça. Puis, qu'est-ce que ça a donné? On parle de réduction de pesticides, on est là pour jaser de ça aujourd'hui. Fait qu'est-ce que ça a donné en termes de réduction de pesticides? Le premier, c'est l'inondation printanière pour lutter contre la tordeuse des canneberges. Donc, comme la plupart d'entre vous le savez probablement, là, les champs de canneberges sont dans des bassins, en fait. Puis, ça a été développé de cette façon-là parce que le fruit flotte. Donc, pour faciliter la récolte, on a juste à inonder le champ, on récolte tous les fruits, puis ça accélère vraiment le processus. Mais en fait, le fait d'avoir toute cette infrastructure-là de gestion de l'eau fait en sorte qu'on a des réserves, on a des canaux, on a des contrôles. On peut récupérer, la plupart des fermes modernes là, sont vraiment en circuit fermé, fait qu'on peut vraiment jouer avec cette eau-là, notamment pour l'utiliser au printemps comme méthode de lutte physique contre des ravageurs, dont la tordeuse des canneberges. Donc, ce qu'on a entamé, en fait, c'est en 2019 un projet financé par Innovation. Puis, à chacune des années du projet, on implémentait les premières découvertes du projet dans les recommandations puis les essais qu'on allait faire en champ chez le producteur. Ce qui fait en sorte qu'à chaque année, puis là, c'est mon ami et collègue François qui a beaucoup trop de plaisir avec ces activités-là, mais à chaque année, on a une petite version annuelle de la série Fireworm. Donc, mais c'est vraiment, oui, une présentation de nous, ce qu'on a observé, qu'est-ce qu'on a testé, comment que ça a fonctionné, mais c'est vraiment un brainstorming aussi avec les producteurs, parce qu'il y en a toujours un qui va nous arriver. Moi, j'ai fait ça de telle façon, puis ça a mieux marché. Moi, j'ai fait ça de telle autre façon, puis ça a vraiment pas marché. Mais on a vraiment cet esprit de communauté-là que je parlais, puis tout le monde est ouvert à partager les bons coups et moins bons coups. Puis en fait, ce que ça donne, c'est qu'à chacune de ces années-là, puis ici sur le graphique, en fait,
j'ai comparé la relation entre la taille des populations de la tordeuse des canneberges puis le nombre de traitements insecticides. Puis, ben, comme on s'y attend, là, il y a une relation positive, c'est-à-dire plus il y a de ravageurs, plus on va faire de traitements insecticides. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la ligne rouge, en fait, c'est les champs qui n'ont pas été inondés. La ligne verte, c'est les champs qui ont été inondés. Puis, tranquillement avec le temps, puis ça n'a pas fonctionné à toutes les années, mais on commence à avoir des différences de pente entre nos lignes. C'est-à-dire que pour une même population de ravageurs, on n'a pas la même quantité de traitements insecticides. Puis, au début, on s'est complètement planté. Il n'y a absolument aucune différence. 2019, on a eu des meilleurs succès. 2020, hautement variable, c'est pas significatif. Ça semble être différent, là, mais hautement variable dans les succès. On s'est amélioré, on a recorrigé le tir 2021, 2022, puis à chaque année, en fait, on s'améliore, puis on comprend un petit peu plus c'est quoi les petits pièges, c'est quoi les petits trucs à faire attention. Puis, globalement, là, ce qu'on peut voir, là, c'est que au terme de tout ça, là, pour des populations, là, je vous dirais une population moyenne chez un bio, ben, en fait, très fréquente chez un bio, là, on peut parler de 4, qui est un nombre d'individus à l'âge capturés au filet fauchoir. C'est extrêmement fréquent d'avoir 4 chez un producteur bio. Le seuil est à 1. Puis, on peut voir là, la différence de traitement passe de 5 à 7 à peu près pour 4 tordeuses. C'est-à-dire qu'on a sauvé 2 traitements si l'inondation est bien faite, puis qu'on l'a réussi. Ce que ça montre aussi, je parlais de transfert technologique qui se fait tout le long depuis le début. On voit ici les pourcentages de superficie en culture biologique qui utilisent l'inondation printanière. On a obtenu presque un top là, en 2021 avec presque 100%, même que dans le projet, c'était rendu difficile d'avoir des parcelles témoins parce que tout le monde voulait le faire. On a redescendu un peu, mais cet aspect-là est normal, puis je ne le vois pas comme une perte, c'est qu'on a réussi à diminuer de façon durable des populations sur certaines fermes, donc qui vont choisir de ne pas inonder certains blocs. Faut savoir qu'il y a un certain coût pour la plante, il y a un stress lié à l'inondation. Fait qu'ils vont le faire quand ils ont vraiment besoin de le faire. Mais vous voyez que si on a presque 80% des superficies inondées, ben en fait, c'est à peu près 100% de tous les producteurs bio qui la pratiquent. C'est juste qu'il y a un choix de quelle parcelle va être faite. Mon deuxième exemple, c'est la confusion sexuelle. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette méthode de lutte-là alternative, mais en fait, c'est relativement simple. C'est qu'on vient inonder l'environnement des phéromones sexuels d'un ravageur, ce qui fait en sorte que les mâles ne peuvent plus retrouver les femelles. Si les mâles ne retrouvent plus les femelles, il n'y a pas accouplement, puis ben, il n'y a pas de petits de la génération suivante. La confusion sexuelle, c'est vraiment pas nouveau. Dans la canneberge, là, les premiers essais ont été faits par Sheila Fitzpatrick au BC dans les années 90. A commencé avec une solution de MEC qui est de la micro-encapsulation. Fait que ça ressemble à des petits grains de sel qui sont mis dans une solution puis qui peut être pulvérisé. Puis, ben, ces petits grains de sel-là, ils se défont tranquillement puis ils relâchent la phéromone. Malheureusement, à l'époque, au BC, il n'y avait absolument aucune culture bio puis le diazinon était encore homologué. Fait que les mecs ne pouvaient pas compétitionner contre le diazinon avec la lutte chimique. Fait que on est retourné à la table à dessin. Tom Baker, un petit peu plus tard, est revenu avec un système de MSTRS qui est en fait un petit puff, un peu comme qu'il y a dans les salles de bain des fois pour que ça sente bon. Ben, il a essayé de mettre ça dans les champs. Encore une fois, ça fonctionnait super bien, mais trop coûteux, pas adopté par les producteurs. Après, il a fallu qu'on attende un bon 20 ans avant que mon collègue de la USDA, Sean Stephen, qui reviennent avec un nouveau mode d'application qui est le splat, qui ressemble un peu à de la pâte à dents. Donc, tu relâches des petites gouttes de pâte à dents un peu partout dans ton champ, puis ça diffuse les phéromones. Ça fonctionnait super bien. Encore une fois, l'application était très difficile parce que, puis Sean a travaillé très fort là-dessus, il s'est monté un système avec un Raspberry Pi pour avoir sur une rampe d'application, puis lâcher une petite goutte de temps en temps pour vraiment tapisser le champ. Ça se faisait mécaniquement, c'était plus simple, mais les producteurs n'ont pas embarqué là-dedans, malheureusement. Ensuite, on s'est rendu compte que la constante problématique dans tout ça, ben, c'était l'application. Fait qu'on s'est dit,
Parfait, on va essayer d'appliquer de quoi avec une rampe à engrais, de l'épandage. Fait qu'on s'est dit, on va prendre de la cire d'abeille. C'est biodégradable. On charge de phéromones la cire d'abeille. On va l'appliquer comme un engrais. Malheureusement, la cire d'abeille, quand il fait chaud, ça colle. Puis quand tu essayes d'appliquer de quoi qui colle, qui est plusieurs petites billes, ça devient une grosse bille qui ne s'applique plus. Ça fonctionnait. On arrivait à montrer de la confusion, mais l'application encore était problématique. On est allé vers de l'engrais bio. On s'est dit, ça, c'est facile. On sait que ça ne va pas jammer dans la machine. Malheureusement, dans ce cas-là, on n'était pas capable de faire tenir la phéromone dans l'engrais. Fait qu'on retourne à la table au dessin encore. Puis, notre plus récente innovation, en fait, ce n'est pas une innovation parce qu'on retourne dès le départ, mais on travaille avec la compagnie Tressé qui a développé une micro-encapsulation qui est acceptée biologiquement par les certificateurs. Puis, maintenant, quand on compare le prix de cette micro-encapsulation-là avec le prix des pesticides bio, bien, on est très compétitif. Puis, je vais vous montrer rapidement des résultats. Mais je pense que tranquillement, on a quelque chose de gagnant, puis on est en train de travailler avec la compagnie actuellement pour faire une demande d'homologation à Santé Canada. Vous vous dites sûrement qu'après tous ces allers-retours-là à la table à dessin, on doit être fatigué, mais pas vraiment. Puis je vous dirais, il y a des moments que oui, sauf que, encore une fois, cet esprit de communauté-là fait en sorte qu'à chaque fois qu'on a envie de jeter l'éponge, qu'on a un producteur qui arrive qui nous dit « Non, la confusion, là, ils font ça dans la pomme, ça marche, ça nous prend ça ». Fait que tout le temps, avoir cette espèce de cohésion-là ensemble, ça fait en sorte qu'on ne se fatigue pas tant que ça, dans le fond. Je vais passer rapidement sur les résultats, là, mais ça, c'est des résultats qu'on a eus en 2022. En vert, vous voyez les parcelles sous confusion, en jaune, les parcelles témoins. À gauche, on voit le nombre de larves de la génération suivante. Donc, vous voyez, on a obtenu une bonne diminution des larves de la génération suivante, bonne diminution des dommages en fin de saison. Puis, ce qui a été apprécié puis souligné par tous nos producteurs partenaires, c'est que c'est super rapide à appliquer. On mélange ça dans l'eau, on pulvérise, puis c'est très efficace. Encore une fois, je reviens sur la réduction des pesticides. On n'a pas de différence significative parce que la confusion sexuelle, c'est des gros dispositifs. C'est à l'échelle d'une ferme au complet. Ça nous prend des autorisations de recherche. Bref, on n'a que 4 sites tests, donc on a des bons écarts types. Mais on peut voir quand même que la moyenne là, sur nos 4 sites tests, bien, on a réduit quand même d'une application pour la génération printanière de l'année suivante, puis une demi pour la deuxième génération. On sait que la confusion, ça fonctionne bien quand c'est appliqué de façon récurrente. Nous, on l'a appliqué une fois que pour une année, puis on a quand même eu ça. Je pense que si on applique la confusion, on met des parcelles sous confusion pendant une longue période, on va avoir une diminution de l'utilisation des pesticides qui va être respectable. Je vais revenir un peu sur la lutte intégrée, on en parle tout le temps. Je vais comparer rapidement là, pomme canneberge parce que ben, oui, je considère que c'est 2 champions de la lutte intégrée. Puis il n'y a pas une énorme différence en matière de score GIEC, là. On se compare quand même à ce niveau-là. Par contre, si on regarde l'évolution des indices de risque, on a un moins gros historique. On est en train de travailler pour refouiller puis à reculer plus loin, là. Mais je vous invite à regarder en fait la taille des échelles. Dans la pomme, là, on se situe là, en n'importe quoi entre du 2000 puis du 6000, sauf pour les insecticides qui sont dans l'échelle de droite, où est-ce qu'on est plus autour de 500. Dans la canneberge, on ne dépasse pas le 250. Fait qu'on a des indices de risque excessivement plus bas, alors qu'on n'a pas un si meilleur facteur d'adoption de la GIEC. Même scénario au niveau des indices de risque pour l'environnement. Donc, est-ce que la lutte intégrée, c'est une panacée? Je rejoins un peu Marie-Ève qui disait peut-être pas. On a peut-être atteint la limite de dire on fait de la lutte intégrée, puis on va obtenir une diminution, puis ça ne marche pas tout le temps partout. La canneberge, on est chanceux, on arrive à avoir une meilleure diminution, mais la pomme applique à peu près les mêmes choses, puis ils n'ont pas les mêmes résultats. Puis, tant qu'à moi, où est-ce que le bas blesse, là, c'est vraiment l'intervention. On doit développer plus de méthodes de lutte qui sont compatibles avec les pratiques des producteurs. On doit développer plus de méthodes de lutte qui sont aussi efficaces, qui sont compétitives économiquement. Puis, parce qu'au niveau dépistage, rétroaction, gestion des pesticides, on peut être super bon. On va encore utiliser des pesticides. Fait que je voulais glisser vite. J'étire mon temps, Louise, je suis désolé.
Un des exemples de diminution qu'on a eu, que vous avez probablement noté tantôt, en fait, c'est les fongicides, puis on a eu une belle diminution, mais c'est pas grâce à aucune innovation de notre part. En fait, on parlait des lois miroirs. L'Union européenne a descendu la limite maximale de résidus à 0,1 ppm, ce qui a fait en sorte que tous nos acheteurs n'acceptaient plus que nos producteurs utilisent de chlorothalonil, qui est un pesticide très fort, très méchant, ce qui fait qu'on a réduit nos indices de risque. Mais dans ce cas-là, puis c'est une leçon, je pense, à retenir, l'industrie agrochimique a toujours un filet pour nous rattraper. Mais si on veut vraiment réduire l'usage des pesticides, parce qu'on a remplacé un pesticide par un autre, est-ce qu'on a vraiment fait des gains? Oui, il est moins pire, mais ça reste un pesticide. Si on veut vraiment faire des gains, il faut avoir, nous aussi, notre filet parallèle avec l'industrie agrochimique. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais skipper les deux petits... Puis, en fait, je veux juste remercier tous les gens qui ont participé à ça, là. C'est un paquet de monde. Puis, surtout, comme je disais, le plus gros du revenu vient aux producteurs de ce qu'ils font, de toute la communauté qui entoure la production de canneberge. Puis c'est vraiment une production qui est unique. Donc, merci.